Tous les matins, désormais, vous le savez, c'est un débrief des matinales, des télévisions, mais également des radios où les leaders politiques s'expriment. Et nous le faisons ce matin avec Clément Viktorovitch. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po. Exactement. Maître en rhétorique. Tout à fait. Ça, c'est intéressant. Ça vous fait sourire, mais j'adore. vous également, vous êtes fort en rhétorique généralement. Franck Tapiro, bonjour. Vous êtes Bonjour, publicitaire, mais publicitaire Il également. Il en faut, bien sûr. Et la communication politique, vous êtes très pointu là-dessus. Vous avez parfois, d'ailleurs, conseillé des hommes politiques. Oui. Mais on ne peut pas dire qui. Non. On ne dit pas ses clients en matière politique. Absolument. Alors, il y avait évidemment deux grands thèmes ce matin. Les attentats, l'attentat de Lyon, bien évidemment. Nous allons écouter Nicolas Bay, secrétaire général du Front National. Il était l'invité de France 2. Il ne faudrait pas stigmatiser les terroristes. Moi, je crois qu'il faut les stigmatiser, les mettre hors d'état de nuire. Je crois que les islamistes n'ont pas leur place, que leurs revendications n'ont pas le droit de prospérer. Il faut combattre aussi le phénomène en amont, c'est-à-dire le problème migratoire. Parce que la libre circulation totale des biens et des personnes, ça aboutit à la libre circulation totale aussi des terroristes et des armes. Alors forcément, pour Nicolas Bay, il y a... Est-ce que le mot est trop fort? Instrumentalisation de ce qui se passe à Londres pour défendre soi-même, pour faire passer ses propres idées en France? Ce qui compte de toute façon en communication, c'est la cohérence. Et le fait est que le Front National est le seul parti qui, avec une telle constance, une telle cohérence et une telle insistance depuis maintenant des années, on pourrait presque dire, oui, 5 années minimum, dénonce le fondamentalisme islamiste, dénonce le terrorisme islamiste, et ce de manière répétée. Et aujourd'hui, qu'un attentat ait lieu à Londres, alors même que pour l'instant il n'a pas été revendiqué, alors même qu'il y a encore de nombreuses zones d'ombre, évidemment que ça semble donner raison au Front National. En tout cas, ça vient immédiatement percuter les problématiques qu'il développe depuis des années. Enfin oui, Tapiro. on peut faire aussi la contre-argumentation, c'est de dire que le Brexit n'empêche pas les attentats. Donc en fait, il rebondit là-dessus. Et pourquoi empêcherait-il les attentats, le Brexit? Mais voilà, mais je parle par rapport à la démarche du Front National qui tente à vouloir sortir la France de l'euro, de l'Europe, fermer les frontières, comme si ça allait nous protéger de tout. Alors qu'on sait très bien que le repli sur soi, c'est ça qui va nous fragiliser. Donc évidemment, d'un point de vue populiste, ils rebondissent sur l'actualité. C'est le jeu. Mais il faut décoder un petit peu, et je pense que justement, avec le métier, puisque c'est un vrai métier sur la rhétorique, il faut prendre aussi un petit peu de recul et voir que c'est totalement contextuel. Maintenant, n'oublions pas que Marine Le Pen a dit le fait de fermer nos frontières, le fait de sortir de l'euro et de nous protéger, on voit exactement ce qui se passe en Angleterre. On n'est pas protégé contre l'islamisme ou le fondamentalisme en claquant des doigts, en se repliant sur soi-même ou en allant vers les autres. C'est pas ça. C'est une question d'état d'esprit fondamental, de se dire déjà... Qu'est-ce que le fondamentalisme aujourd'hui? Est-ce que c'est le lien qu'ils font directement avec la présence des immigrés, la présence de Français de confession musulmane, etc., etc. C'est dans cette confusion que se crée le mythe du Front National. Mais je dis bien le mythe. Sur le fond, vous avez évidemment raison. C'est un discours politique, vous, que vous faites là, plus encore que de décryptage de commentaires purs. C'est très compliqué, avec le Front National, de décrypter sans mettre aussi un petit peu d'opinion, puisque c'est tellement flagrant, et ce qui me sidère, c'est ils se foutent de la gueule des gens, ils rebondissent sur un drame pour essayer de faire du électoralisme. Mais oui, mais à un moment, il y a des morts, il y a des blessés, un peu de retenue. Sur le fond, vous avez raison, évidemment qu'en termes d'arguments, c'est très fort de dire que le Brexit ne protège pas Londres des attentats. Pourquoi est-ce que la sortie de la France de l'euro protégerait la France? Vous avez raison, mais ça, c'est un argument de fond. Ça demande une prise de recul. Or, la politique, particulièrement dans une période de campagne, c'est avant tout du pathos, de l'émotion. C'est là-dessus que les citoyens se déterminent prioritairement. Et de ce point de vue-là, probablement que cet attentat va jouer en faveur de Marine Le Pen, de sa campagne. Malheureusement. Autre invité ce matin, c'était Emmanuel Macron qui était invité de LCP, toujours sur les attentats. Mon rôle en général n'est pas d'assumer un bilan. Il est de proposer un projet cohérent aux Français lors de cette élection. Mais j'ai eu l'occasion de le répéter plusieurs fois, je considère que ce qui a été fait en matière de lutte contre le terrorisme, tant dans les initiatives en matière européenne qu'au niveau national, est un programme cohérent, ambitieux et structuré. D'ailleurs, je note que la plupart des candidats, à l'exception de l'extrême droite, ne proposent pas de remettre en cause ce qui a été fait depuis 2 ans par les gouvernements successifs. C'est pas tout à fait, vous voyez, ce que vous disiez à l'instant, Franck Tapiro. Quoi non, il essaye d'être aussi dans une lignée. Vous savez, c'est très compliqué aujourd'hui pour Emmanuel Macron,
parce que n'oublions pas quand même qu'il est sorti du gouvernement. Il est sorti du gouvernement, mais il ne tape pas sur François Hollande. Il ne peut pas totalement assumer tout le bilan, mais il ne peut pas totalement s'en détacher non plus. Il a le positionnement finalement le plus compliqué dans cette campagne. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il a été solidaire jusqu'au bout, mais il l'a dit de façon frontale et de façon ouverte. La trahison, ça aurait été de rester sans être d'accord avec ce qui se passe. Donc au final, il essaie de donner une continuité, mais encore une fois, il ne peut pas être, on va dire, prisonnier du passé, puisqu'il doit proposer un message d'avenir. Et c'est d'ailleurs sur lui, dans le suffrage émotionnel qu'on a fait lundi, que se projettent le plus les Français, en termes de message d'avenir. Et à 10h11, je vous donne cette information qui vient de tomber à l'instant, Jean-Yves Le Drian, figurez-vous, et soutien... Macron ? D'Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Oh, bah, vous dites bien. Franchement, est-ce que c'est un suspense ? Ce n'est pas un suspense. J'ai voulu créer un petit moment de suspense. Le chef de l'État avait donné comme date aujourd'hui, je pense, ou demain, pour... en fait, il avait donné un go à ses ministres pour dire, voilà, pour qui ils vont se battre pour la campagne. Donc, finalement, Le Drian est totalement calé avec François Hollande. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, soutien d'Emmanuel Macron. On reste sur l'analyse d'Emmanuel Macron justement et sur ce qu'il a dit sur l'attentat hier de Londres. Elle est intéressante, elle est même amusante presque cette déclaration. Emmanuel Macron commence en disant « Loin de moi l'idée d'assumer un bilan, ce que je veux c'est proposer un projet ». Généralement, quand on prononce une phrase comme ça, c'est qu'on est sortant, qu'on a un bilan plus ou moins embarrassant et qu'on cherche à le mettre à distance pour au contraire regarder vers l'avenir. Et là, Emmanuel Macron derrière dit « Loin de moi l'idée d'assumer un bilan, mais quand même ce qui a été fait c'est plutôt pas mal ». Donc on voit bien effectivement le positionnement compliqué d'Emmanuel Macron, c'est que même quand le bilan est bon, même quand il estime qu'il est bon et même quand il pourrait et sans doute voudrait pouvoir s'en revendiquer, il ne le peut pas puisque précisément il fait campagne sur la rupture par rapport au quinquennat précédent. Voilà, il intervenait sur l'attentat de Londres. Tout à fait. Oui. Mais même sur l'attentat de Londres, c'est dangereux pour lui de trop se présenter comme en continuité avec le gouvernement auquel il a pourtant appartenu. Bon, et vous trouvez qu'il est dans la position de Nicolas Sarkozy en 2007 lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur et avait pris à la fois ses distances et pas tout à fait avec la droite de Jacques Chirac. Il est en train de réaliser la même prouesse. Nicolas Sarkozy en 2007, qui a été ministre pendant 4 ans, si je ne me trompe pas, du gouvernement de Jacques Chirac et qui réussit pourtant à se présenter comme l'homme de la rupture. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui a été conseiller de François Hollande, puis ministre de l'économie, réussit à se présenter comme l'homme des révolutions. C'est magnifique. C'est en fait ce qu'on avait fait à l'époque avec Nicolas Sarkozy, dont je ne le nomme pas, vous l'aviez dit tout à l'heure. Ce qu'on avait fait, vous dites. Oui, ce qu'on avait. Bah oui, puisque vous étiez. Bien entendu, c'était la rupture dans la continuité. Quand on avait fait début 2006, imaginons la France d'après, c'était déjà pour incarner cette France d'après. Alors après, j'y sais, est-ce que c'est Jésus-Christ ou Jacques Chirac, chacun y verra l'acronyme qu'il veut. Mais c'est vrai que c'était montrer qu'on pouvait s'inscrire dans une continuité tout en prenant une rupture. C'est vraiment des termes de com, ça, la rupture dans la continuité. On n'est pas loin de l'oxymore quand même. Je crois que Giscard avait fait... J'allais le dire. Voilà, Giscard avait fait sa campagne en 81, le changement dans la continuité. Je crois que c'était en 81. Mais en 2007, Nicolas Sarkozy a même testé le slogan « La rupture tranquille ». Oui, ça c'est pas nous. Ça. Ce qui est pour le coup stricto sensu un oxymore. Une rupture ne peut pas être tranquille. Exactement. Oxymore, on le rappelle, c'est deux noms qui sont contraires et qu'on associe l'un à côté de l'autre. Bon, François Bayrou était sur RTL ce matin et il a réagi à l'attentat de Londres. Que tous les jeunes d'une génération, garçons et filles, après leurs 18 ans, puissent être formés à ce qui se passe quand dans un pays on a des difficultés de cet ordre. Par exemple, vous avez vu sur le pont de Westminster, qui savait faire les gestes d'urgence ? Personne ne savait le faire. Alors ça c'est étonnant, j'ai trouvé comme réaction, parce que t'attends pas ça du tout, t'attends tout simplement, je veux dire, d'apprendre le geste qui sauve. Et j'ai jamais vu un homme, et je trouve c'est très intelligent pour le coup ce qu'il dit. Mais encore une fois, Bayrou, quand il est sur ce genre de déclaration, est complètement en dehors du cadre des autres politiques et crée de l'écoute. Pourquoi ? Parce qu'il parle de bon sens. Et il revient sur de l'humanité et sur des choses simples. Et il a totalement raison. C'est vrai qu'hier, quand on a vu des gens en train d'essayer de sauver des gens qui étaient blessés, on voyait vraiment qu'il ne s'agissait pas de mise en sécurité sur le côté, etc. Il n'avait pas les premiers gestes. Et qu'un homme politique regarde cela, plutôt que de parler encore une fois du sujet métaphysique par rapport à l'islamisme, l'islam, l'immigration, etc., finalement, il nous touche parce qu'il est humain.
Et il est... Mais on devrait apprendre ça à l'école. bien Franchement, entendu, ça devrait être un cours. c'est du bon sens. Mais pourquoi vous dites on devrait apprendre ça en secondaire? Ah non, mais ça, bien sûr, évidemment qu'on devrait l'apprendre en secondaire. En théorie, d'ailleurs, j'ai bien dit en théorie, le mot est important. Tous les jeunes l'apprennent aujourd'hui dans la JAPD, vous savez, la journée d'appel à la défense. Oui, mais c'est une journée. Oui, et puis c'est même 1 heure dans la journée où on apprend les premiers gestes. Alors qu'il y aurait 1 heure par, je sais pas, 1 heure par semaine. La formation, c'est 8 heures. Et vous auriez 1 heure par semaine comme ça dans l'éducation nationale pour en première ou en terminale, ce serait intelligent. Oui, mais justement, c'est de là plutôt que vient Mamou. Moi, j'ai un regard peut-être un peu plus sévère que les vôtres sur la déclaration de François Bayrou. Pour moi, ça ressemble quand même un peu à de la récupération politique. C'est-à-dire que on voit pas pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire 1 mois de service militaire pour apprendre les gestes de premier secours. Si le projet, si la véritable idée, c'est d'apprendre les gestes de premier secours, eh bien, soit proposons une semaine de formation, comme il est d'usage de le faire à tous les lycéens pour apprendre ces gestes-là. Mais a-t-on réellement besoin de remettre sur la table un service militaire d'1 mois? Je suis pas certain. Alors, service militaire d'1 mois, ça, je suis d'accord avec vous, ça n'a pas beaucoup de sens. En revanche, un service civique ou d'action civique d'1 mois ou 3 mois. Au démarrage, c'était 3 mois, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas pourquoi c'est passé de 3 à 1 mois pour que ça ait du sens. En fait, encore une fois, il faut... Pardon ? Ça coûtait beaucoup trop cher. Ça coûte trop cher, mais je pense que ça a du sens. Et ça a du sens à un moment parce que c'est vrai que les nostalgiques du service militaire disent tous au moins toute la France se réunissait. On se rendait compte parfois aussi de choses terribles, c'est qu'il y avait pratiquement 19% de gens qui arrivaient qui ne savaient ni lire, ne parlons pas d'écrire. Donc c'était aussi compliqué. Et on se rendait compte qu'il y avait un problème d'éducation, au niveau des problèmes de racisme, des problèmes d'acceptation de l'autre. Bon, au moins, on va dire qu'on croisait toutes les populations entre elles. Et c'est vrai que la nostalgie du service militaire, on peut la comprendre. Donc, 1 mois, c'est peut-être trop court. Vous avez fait votre service, vous ? Non, absolument pas. Je ne l'ai pas fait parce que... Planqué. Mais je n'étais pas planqué, j'avais un job. Et vous avez... Bah non. Alors moi, j'étais beaucoup trop jeune. Bon, dites-moi, vous savez qu'on est le 23 mars. Oui. On est à 1 mois pile du premier tour de la présidentielle. C'est 23 avril. Donc manifestement, le second tour se profile. Macron en tête, toujours 26% des intentions de vote, talonné par Marine Le Pen, 25%. C'est un sondage Harris Interactive qui est publié aujourd'hui. Je rappelle que Jean-Yves Le Drian a annoncé il y a quelques minutes son soutien à Emmanuel Macron. Et Thierry Braillard était à RTL. Il a également annoncé son soutien à Emmanuel Macron. J'ai décidé de soutenir dès le premier tour Emmanuel Macron à cette élection présidentielle. C'est un choix de conviction, c'est pas un choix d'opportunisme, puisque j'ai rien négocié, rien discuté avec quiconque. Simplement, c'est un choix sur le programme. Et le programme d'Emmanuel Macron m'apparaît le plus adapté aux défis qui sont ceux de la France, et sur tous les sujets, principalement sur le défi économique. Et donc, c'est pour cela que j'ai décidé de le soutenir. Alors, Thierry Braillard, tout le monde peut-être ne l'identifie pas. Il est secrétaire au sport. Et c'est encore, et c'est en cela que c'est intéressant, c'est encore un membre du gouvernement de François Hollande qui va chez Macron. Donc on se demande qui va rester à la fin chez Benoît Hamon. C'est embarrassant en fait pour Emmanuel Macron quelque part, ses soutiens. Pas celui de Jean-Yves Le Drian qui est l'une des grandes figures du quinquennat et un homme identifié comme une autorité d'ailleurs à droite comme à gauche sur les questions de défense. Thierry Braillard, c'est un peu plus embarrassant. Barbara Pompili hier, c'est-à-dire que l'équipe de Macron veut éviter ça. Il cherche à éviter des ralliements trop massifs des ministres hollandiens parce que, encore une fois, Emmanuel Macron ne veut pas apparaître comme le continuateur de François Hollande. Il ne veut surtout pas être le destinataire de la grogne et de la colère qui existe dans le pays à l'encontre de François Hollande. Une remarque rhétorique sur les mots de Thierry Braillard qui dit, je le cite, « Ce n'est pas un choix d'opportunisme, je n'ai rien négocié », fin de citation. Alors vous savez, en argumentation, quand on a besoin de préciser quelque chose, c'est que ça ne va pas de soi. Et s'il a besoin de le brandir comme un totem, mais non, je n'ai rien négocié. Ça s'appelle une dénégation, ça. Ça s'appelle une dénégation. Quand on dit je ne suis pas voleur, on n'entend que le mot voleur. Exactement. Alors, en termes de communication, c'est très mauvais. C'est très maladroit. Oui, c'est extrêmement maladroit. Alors, est-ce que ça traduit psychanalytiquement quelque chose quand on dit je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un menteur? Alors moi, je suis pas psychanalyste, je ne sonde pas son inconscient. Ce que je peux vous dire en tant que rhétoricien et communicant, c'est que ça me semble être tout à fait contre-productif comme déclaration. Alors, ça, c'est intéressant. Je sais, en art martial, c'est exactement comme si vous faisiez une parade 3 secondes avant de recevoir le coup. Alors, c'est vrai. Alors que si vous faites la parade, évidemment, l'autre ne va pas vous mettre le coup là où vous l'attendiez. Donc, encore une fois, je pense que c'est une posture défensive. Et en fait, il a posé la réponse avant de subir la question. Et c'est souvent une technique, Nicolas Sarkozy le faisait, certains grands rhétoriciens d'ailleurs le font aussi, mais là, il l'a fait de façon un peu trop rapide. Oui. Parce qu'il n'y avait pas d'énormes surprises. Finalement, ça bruissait que Braillard allait rejoindre Emmanuel Macron, mais il s'est vite empressé de dire
attention, je n'ai rien demandé, ce n'est pas d'opportunisme, mais c'est tellement fait de façon forte que malheureusement ça cache quelque chose d'un peu plus sombre. Voilà. Bon, on va vite parce qu'il nous reste 2-3 interventions à écouter. Il nous reste simplement 3 minutes. Ouais. François Bayrou, toujours sur Emmanuel Macron, sur RTL ce matin. Il propose de sortir de cet affrontement stupide entre le clan de gauche qui pense que tout est mal à droite et le clan de droite qui pense que tout est mal à gauche. Bon, ça c'est vrai que tout le monde pense ça. Oui, le mot, puisqu'il faut aller vite, le mot de François Bayrou est habile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien à nouveau la grande continuité finalement en termes de positionnement qui existe entre le Bayrou d'hier, celui de 2007-2012 et l'Emmanuel Macron d'aujourd'hui. Ah oui, il est différent. Pardon ? Il est différent. Non, moi vous trouvez que c'est le même? Non, moi je trouve qu'il y a une grande continuité entre les le Bayrou de positions 2007 et Macron. Oui. C'est ça, voilà. Je trouve que mais ça marquait pas en 2007, c'était pas allé jusqu'au bout, et là, ça, manifestement, ça prend plus. Alors en 2007, ça marquait plutôt pas mal, cela dit. Hein. 18 ou Emmanuel 19, Bayrou, Emmanuel Bayrou. Oui. François Bayrou à 18%. Quel lapsus révélateur. C'est ça le rhétoricien piégé. Emmanuel Macron et François. Emmanuel Bayrou et François Macron. Écoutez, mon inconscient peut-être a-t-il voulu dire quelque chose. Non, les positionnements sont les mêmes et les éléments de langage sont les mêmes. Non, mais c'est dommage. La gauche a une grande injustice, c'est que pour dire que quelqu'un est gauche, on dit souvent qu'il est maladroit. Donc c'est vrai qu'il y avait un jeu de mots à faire là-dessus. Bayrou l'a évité pour rester vraiment dans cet anti-clivage que prône Emmanuel Macron depuis le démarrage. Et en fait, il se fait un petit peu on va dire comme le patriarche ou le rhétoricien, peut-être aussi, celui qui explique un peu la méthode. Je pense qu'il rentre dans le mode d'emploi. En fait, il y a Macron qui est sur la vision, qui donne de l'énergie. Et je pense que le rôle de Bayrou va être de donner le mode d'emploi, comment ça marche. Et c'est plutôt pas mal comme dialectique. Nicolas Bay, toujours sur France 2, on l'a écouté tout à l'heure sur l'attentat de Londres. Cette fois, il s'est exprimé sur Macron et notamment sur son patrimoine, puisque depuis hier, vous pouvez aller sur la haute autorité et savoir qui a quoi. Il y a quand même des choses troublantes quand on voit Emmanuel Macron qui a gagné 3 millions d'euros à la banque Rothschild il y a 2 ou 3 ans et qui apparemment cette somme s'est presque totalement volatilisée. S'il gère l'argent du pays comme il gère son argent personnel, on sera en faillite. Ça, c'est étonnant comme remarque, parce que c'est une remarque vraiment personnelle. C'est vrai qu'il a gagné 3 millions, alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait de son argent? Et lui, il le dit. Alors là, c'est pas forcément un discours politique. Et puis, j'observe également qu'il a dit Macron et Rothschild. 3 millions d'euros et Rothschild. Bah oui, évidemment. Il faut créer des assimilations. Vous savez, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Il n'y a absolument rien de concret. Emmanuel Macron fait ce qu'il veut de son argent. S'il veut se payer des dîners très chers et partir en vacances à l'autre bout du monde, il a le droit et on comprend très bien comment on peut dépenser de l'argent. Si il y a un soupçon de quoi que ce soit, eh bien, la justice... Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Là, il n'y a pas de soupçon. Moi, je l'interprète comme... dis donc, il claque beaucoup d'argent. Il ne sait pas gérer, c'est ça, j'interprète comme ça. Alors moi, j'ai interprété ça autrement. J'ai interprété ça en disant, il y a quand même un gros décalage entre ce qu'il a gagné et ce qu'il a déclaré, où elle reste. Est-il en France? Est-il ailleurs? Moi, c'est plutôt ça que j'ai entendu. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est intéressant. Et vous pensez que le public ressent de cette manière-là? Peut-être, écoutez, ça je sais pas, moi je ne suis pas le public. Moi en tout cas c'est comme ça que j'ai entendu la déclaration de Nicolas Bay. Ce qui est sûr, c'est que là, on est stricto sensu dans les insinuations, dans l'idée qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quand même très court parce qu'on est en retard. Mais depuis lundi, il y a quand même un travers, pour moi c'est un travers assez négatif de la part du Front National et de Marine Le Pen et de ses lieutenants. Ce sont les attaques personnelles. Pendant tout le débat, elle n'a fait que des attaques personnelles qui n'étaient pas des attaques politiques. En général, c'est un énorme signe de faiblesse. Quand on n'arrive pas d'abord à se positionner, qu'on est obligé de se positionner par rapport aux autres, et qu'au lieu d'attaquer les idées politiques des autres, on attaque, on va dire, le perso, c'est qu'en général, on est vraiment en dessous. Donc c'est un signe. Le Front National et Marine Le Pen sont, pour moi, en dessous de l'attente. N'allez jamais sur Twitter. Parce que les attaques personnelles, croyez-moi, on en subit. Oui, je sais. Et les journalistes y compris, de temps en temps, et même parfois par des invités qui viennent sur les plateaux. Ah bon? Ça arrive. Les ingrats. Pas d'attaque personnelle. Pas d'attaque personnelle. Jamais. On peut. Le débat, c'est la vie. Argument contre argument, mais jamais d'attaque personnelle. Jamais ces médiocrités-là. Merci. Merci. Clément Viktorovitch. Merci. Merci Pascal. Franck Tapiro. La fausse poursuit sur CNews.